Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans l'émission Les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs biterrois. Je suis Mehdi Roland et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Le but des podcasts du CEB, c'est de mettre en avant les entreprises et les acteurs qui participent pleinement à l'économie de Béziers et de son territoire. Nous serons constamment donc à la recherche de pépites qui font le monde de l'entreprise locale. Vous allez découvrir tout un panel de visages et de projets qui vont provoquer en vous certainement l'engouement, voire l'admiration pour ces hommes, ces femmes et leurs projets. Et il faut mettre tout ce beau monde en avant, c'est ce que nous allons tenter de faire. Aujourd'hui à mes côtés pour commenter notre interview du jour, Michael Hutot, le président du Cercle des entrepreneurs biterrois, groupe de travail de recommandation constitué de 30 chefs et chefs d'entreprise. Michael Hutot, bonjour. Bonjour Mehdi. Prêt à écouter notre invitée Nathalie Abou-Vidal. Prêt comme toujours. Et on se retrouve juste après cet entretien podcasté. C'est parti. Aujourd'hui, nous recevons la brillante et scintillante Nathalie Abou-Vidal. Nathalie Abou-Vidal, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. C'est de circonstance. Vous êtes experte en bijoux et gémologie. Vous venez de valider une compétence rare délivrée par la World Gem Foundation. Félicitations. Merci. Déjà. Et vous allez nous en parler juste après. Mais pour commencer, j'imagine comme certains biterrois, les plus aguerris en tout cas, ils ont peut-être la même question que moi. Pour commencer, Vidal à Béziers, c'est un nom qui résonne forcément avec le monde de la bijouterie. On peut dire que c'est une institution ? Non, pas du tout, c'est le pur hasard. En fait, il y a différentes familles de bijoutiers et d'artisans bijoutiers qui ont tous le même nom, mais qui ne sont pas de la même famille. Donc vous êtes marié à Gilles Vidal, qui est artisan bijoutier. Oui. Nous sommes d'ailleurs en direct donc, dans son commerce. C'est pour dans ça la qu'il y a du bijouterie. bruit. Il est derrière, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit. On l'excuse parce qu'il y en a qui travaillent. C'est ce qu'il faut se dire. Donc justement, donc c'est la bijouterie des Champs-Élysées, rue du 4 septembre à Béziers. Oui. Comment on arrive de fil en aiguille à être une experte mondiale en gémologie ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette épopée et surtout en fait comment ça a commencé cet amour pour les diamants, pour les pierres rares ? Comment ? En fait, au départ, j'ai épousé mon mari, qui est artisan bijoutier. J'ai toujours aimé les bijoux et j'ai toujours aimé l'art. J'ai toujours aimé les pierres aussi. Je trouve que les pierres, c'est magnifique. C'est pas forcément parce qu'elles sont pures qu'elles sont belles, parce qu'un gémologue va d'abord aimer les inclusions qu'il y a dans les pierres, parce que c'est absolument magnifique. C'est un monde dans un monde. Donc c'est vraiment très très beau. Et en fait, je suis tombée amoureuse de mon mari il y a quelques années déjà. Et lui était artisan bijoutier, donc créateur. Donc en fait, ça m'a énormément intéressée au niveau du métier. Donc j'ai d'abord travaillé à ses côtés. Puis je me suis penchée aussi sur des sujets un petit peu plus pointus parce que ça m'a interpellée déjà il y a des années. C'est tout ce qui concerne l'expertise en valeur d'assurance. En fait, et donc des assureurs m'ont dit que pour pouvoir être un expert, il fallait être gémologue. Donc j'ai repris mes études il y a une dizaine d'années en gémologie à l'ING à Paris, où j'ai passé un diplôme d'État de gémologue, un diplôme d'État en certification en droit, sur droit des ventes, droit des enchères et surtout sur les douanes, c'est très important, et j'ai passé un premier diplôme sur le diamant. Voilà. Il y a donc quand même forcément de la mobilité à tout ça quand on est experte. Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, au départ, je travaillais sur Béziers uniquement pour faire de l'expertise en fin d'assurance. Puis après, j'ai eu l'opportunité de rentrer à Drouot et d'être expert à Drouot auprès de commissaires-priseurs. Donc ça, c'était vraiment... À Paris ? Oui, bien sûr, l'histoire magnifique de rencontres et de ma vie. Donc j'ai travaillé à Drouot pendant 6 ans. Et maintenant, je travaille autour de Drouot parce que Drouot, c'est un petit peu changé. Et donc, il y a plein de salles super belles qui sont ouvertes autour, qui sont aussi prestigieuses et aussi magnifiques, avec autant de belles prestations. Et donc, je continue de travailler avec des commissaires-priseurs sur Paris. Parce qu'en fait, Paris, c'est ouvert sur le monde entier. Et en fait, Paris aussi, c'est empreint de la French Touch. C'est quelque chose qui se vend très bien, c'est vraiment très, très vendeur au niveau du bijou. Et donc je suis partie sur Paris pour travailler et après je me déplace en province pour faire des expertises chez des personnes âgées qui ne veulent pas se déplacer et je comprends. Donc je me déplace un petit peu partout selon la demande. Je peux partir à Tours, en Bretagne si nécessaire, à Paris. Je bouge. Alors tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, justement, on parlait un petit peu. Et vous m'avez dit que vous avez fait de la radio aussi sur Paris.
Ah oui, mais ça, c'était, j'étais petite. J'ai commencé à faire de la radio à l'époque où il fallait payer une cotisation pour faire de la radio. C'est-à-dire que si on voulait faire une émission, il fallait payer. Et donc, j'ai commencé sur une radio très proche de Paris. On était situé en hauteur, donc on émettait sur tout le bassin parisien, qui s'appelait Radio Églantine. S'il vous plaît, c'était une grande époque. Et donc j'ai animé des émissions de radio, d'abord parce qu'en fait j'avais la voix qui passait bien. C'était pas du tout pour mes compétences intellectuelles, voilà, mais c'était parce que j'avais une voix radiophonique. Donc j'ai animé des émissions de radio. Et puis après, quand je suis arrivée sur Béziers, enfin entre-temps j'ai voyagé, j'ai fait des études à l'étranger aussi dans d'autres domaines. Quand je suis arrivée sur Béziers, j'ai rencontré par hasard des gens qui faisaient de la radio. J'ai fait des publicités sur Énergie, sur RTS, quelques scoops sur des annonces publicitaires un petit peu sur d'autres radios, sur Chéri FM et sur... Je sais plus si j'ai fait Nostalgie ou pas, je m'en rappelle plus. Mais en fait, c'était il y a quelques années quand même. Mais c'était sur le biterroir. Ah oui, bien sûr, Ouais. mais j'adore ça. J'adore parler. Et ça, c'est bien. Puis aussi être curieux, et puis on voit aussi la diversité aussi d'une carrière. Enfin, Oh, ça peut être à l'image de la vie aussi, d'avoir... c'est Ce pas- qui est bien, c'est oui. aussi de se déplacer, quoi. C'est pas du tout une carrière, hein. Pour moi, c'était super sympa. J'ai travaillé avec des gens vraiment très très sympas. C'était d'abord ça, parce qu'en fait, si je trouve pas de plaisir à travailler, j'y vais pas. Ouais. Moi, je suis indépendante. Une passionnée. J'ai jamais eu de patron. J'ai toujours travaillé par plaisir, quel que soit le travail. Et dans la radio, c'était un plaisir. Et là, je vais reprendre peut-être une émission de radio prochainement. Donc, et Non, c'est mais c'est encore génial. un plaisir, et c'est pas un travail. Et mon travail d'expert, c'est un plaisir. Quand j'expertise des bijoux, c'est une joie, c'est un plaisir, c'est beau, je découvre des trésors. Et des fois, c'est pas que des bijoux. Chaque bijou, c'est un cas à part aussi, on Bien peut dire. sûr. Ouais. Bien sûr, il y a des bijoux qui sont très simples, qui sont des bijoux du tout venant, mais après, il y a des bijoux qui peuvent avoir des histoires C'est ça. extraordinaires. C'est ça. Et en plus, vous savez pas tout l'héritage qu'il y a dans ce bijou, enfin toute l'histoire en tout cas. C'est à moi de le chercher. Ah, c'est ça. C'est une enquête policière. Et ça, c'est génial. C'est super intéressant. Ouais. Oui, j'ai déjà vu des bijoux qui avaient été créés par des grandes maisons, qui ont été retransformés, où il y a des pages d'histoire qui se sont tournées avec ces bijoux. C'est fabuleux. Ça, c'est vraiment être pris par son métier, par cette passion en fait. Ah oui, Parce qu'en fait, on se dit pas, on se lève, je dois faire ça, mais en fait, c'est plus dans le domaine de la passion quand même. oui, puis on sait jamais ce qu'on va rencontrer Ouais. en fait. Donc chaque matin, Pas de on routine. dit non, il n'y a pas de routine. Et qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? Et en fait, souvent, on découvre des choses incroyables. C'est pas forcément des bijoux de prestige, mais c'est des bijoux qui ont une histoire. Ou alors, il faut aller chercher l'histoire de ce bijou, parce que c'est des recherches permanentes. On peut pas, on n'est pas une encyclopédie. C'est le fait d'être curieux qui fait que on acquiert des connaissances dans certains domaines. Et là, on devient meilleur dans ce domaine-là. Mais en fait, c'est la vie qui nous apporte ces affaires, entre guillemets, et qui fait que on va chercher dans un domaine particulier et on va découvrir des choses incroyables. Une fois, j'ai eu, dans ma première vente aux enchères, j'ai un monsieur qui m'a apporté 4 flûtes. Je ne suis pas expert en flûte, du tout. J'ai cherché, j'ai bossé une semaine à temps plein sur les 4 flûtes. Il y en a 3 qui se sont adjugées à 300 €. La 4e, elle a fait 5 500 €. Mais j'avais cherché. C'est la Sinon, j'aurais différence. vendu les 4 à 300 €. En fait, vous donnez de la valeur à ces Bah oui. objets aussi. J'ai pas la prétention de tout connaître. Mais par contre, j'ai l'envie d'être curieuse et de bien faire mon travail. Ouais, d'aller au bout. D'aller au bout. Je suis pas sûre qu'il est bien fait non plus. Mais franchement, je m'en donne les moyens. Et je n'ai pas j'ai pas la prétention d'être parfaite. Loin de là. Je cherche tout le temps. Voilà. Découvreuse de Donc on vous de demande, petits bonheurs. on vous demande ça. On vous Oui. demande de chercher, de savoir l'histoire, la valeur surtout. Bien sûr. Si on parle de la valeur justement. Alors la valeur du bijou, tout dépend comment on la détermine. Si C'est c'est ça. une valeur dans un partage, on va donner une valeur d'assurance, qui va être un prix moyen constaté sur le marché de l'occasion. Si on veut mettre un bijou en vente, on ne peut pas donner forcément une valeur d'adjudication, puisque c'est quand les enchères sont montées, plus les frais
de l'étude, les frais acheteurs, donc forcément c'est un prix différent d'un prix de mise en vente. C'est pas la même chose, il y a un processus. Donc en fait, tout dépend de ce qu'on veut en faire. Et puis des fois, on peut trouver des bijoux qui peuvent se vendre au poids, et puis qui en fait, non, il faut pas les vendre surtout pas au poids, parce qu'en fait, ils ont une histoire, un poinçon particulier ou une rareté, ou une époque rare. Tous les bijoux Art Nouveau, qui est une période qui a été très courte au niveau artistique, sont très très rares aujourd'hui, parce que la période est très courte. Donc en fait, il y en a eu, mais pas beaucoup. Ils étaient relativement fragiles. Les bijoux, c'est fragile. Ouais. Quand on regarde dans l'histoire, on récupère les bijoux sur les couronnes, sur les colliers, les plastrons, et on démonte les pierres et on les remonte. Et l'or disparaît, l'or est fondu. Donc en fait, le bijou est quelque chose qui ne se conserve pas beaucoup. Il y a rarement des bijoux qui ont 300-400 ans. C'est rare. Des pierres, oui, on en trouve. Mais les bijoux, non. L'or, c'est un métal qui se refond en permanence. Donc, en fait, il y a tout un savoir-faire qui est très difficile à conserver. Et selon les époques, il n'y en a pas beaucoup, logiquement. Puis avant, le bijou n'était pas démocratisé. Tout le monde n'avait pas de bijoux. Et puis encore avant, c'était que les hommes qui avaient des bijoux. Et le clergé. Les femmes, elles n'en avaient pas. Ben oui. Même dans les familles les plus nobles. Profondément injuste. Avant les nobles. Ah ouais. Avant la Révolution française, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient des bijoux. Il y avait beaucoup de pauvres. Hein. Donc, par contre, ce que je voudrais savoir, c'est si moi, chez moi, j'ai un bijou au fond des tiroirs, Oui. ou je vais chez ma grand-mère, je trouve des bijoux, on vous les confie ? Oui, vous venez. Je regarde vos bijoux avec vous, en votre présence. On fait ça ensemble. Et je vous explique l'histoire de votre bijou. Je regarde s'il est usé, s'il a été restauré, s'il a été modifié avec le temps, avec l'âge, s'il y a des pierres qui ont été changées, certaines pierres et d'autres pas. En fait, j'étudie tout, je regarde ce que c'est, si c'est de l'or, si c'est pas de l'or, si c'est de la pomponne, parce qu'avant, les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent faisaient faire des bijoux en pomponne, ça ressemble à l'or, mais c'est pas du tout de l'or, c'est un alliage. Et donc, je regarde un petit peu tout ça, et après, je vous demande, qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que c'est pour le garder, le conserver, parce que vous y tenez. Donc dans ce cas-là, je vous propose de vous faire une attribution de bien, parce qu'il faut savoir que tout ce que vous possédez comme bijou, si vous n'avez pas un document qui vous l'attribue, vous n'en êtes pas propriétaire. Si on vous le vole, même si vous payez une multirisque habitation pour votre maison, votre domicile, vous avez dans votre multirisque habitation, il y a tout ce qui est habitation, après il y a objet de valeur, et il y a valeur mobilière, puis objet de valeur. Et en fait, dans les objets de valeur, il y a vos bijoux. Mais si vous dites à votre assureur, vous m'assurez pour aller, j'ai quelques bijoux, vous m'assurez à hauteur de 5 000 € de bijoux. Très bien, monsieur, on vous fait un document, vous êtes assuré à hauteur de 5 000 € de bijoux. Mais si vous vous faites cambrioler, vous êtes assuré aujourd'hui en valeur déclarée. La valeur agréée n'existe plus. Tout le monde est en valeur déclarée. Donc vous déclarez au moment du sinistre que on vous a volé pour 5 000 € de bijoux. Votre assureur va vous demander, prouvez-le-moi, monsieur. Votre assureur, lui, ne peut pas produire un faux document pour vous dire, attendez, on va s'arranger, on va bidouiller quelque chose. C'est impossible. L'assureur, lui, ne peut pas se mettre en porte-à-faux. Donc si vous n'apportez pas la preuve que vous détenez un bijou, que vous avez un titre de propriété, vous n'en êtes pas propriétaire. Vous ne pouvez pas le prouver. Et sur une photo, on va vous dire, c'est bien joli, mais qui me prouve que c'est à vous, que c'est du vrai, que c'est de l'or, que c'est pas votre voisine qui l'a prêté à votre épouse pour la mettre lors d'un mariage ? Qu'est-ce que vous pouvez prouver ? Vous ne pouvez pas prouver. Donc en fait, l'attribution de biens, c'est quelque chose de très important. L'assureur vous dit toujours de garder bien toutes vos factures pour toute la maison, pour tout ce qui est valeur mobilière, pour l'électroménager. Ça, on y pense. Mais pour un bijou de famille qui a été transmis de génération en génération, la bague de la grand-mère ou de la grand-tante, on n'a pas de papier, on n'a rien du tout. Par contre, c'est à vous êtes sûr, mais vous n'avez pas de papier. Et comme c'est un cadeau, c'est fait hors succession, puisque c'est un cadeau, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de preuve, vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Et là, j'interviens. Exactement. Ouais. Donc en fait, j'explique aux personnes, quand elles viennent avec justement un bijou comme vous, par exemple, comment êtes-vous assuré ? Avez-vous regardé si vous êtes assuré pour le vol ? Parce qu'aujourd'hui, le vol, c'est une extension de garantie parfois. C'est pas forcément compris dans vos conditions particulières avec votre assureur. Il faut bien tout vérifier. Et il ne faut pas toujours diaboliser les assureurs en disant « les assureurs, c'est des voleurs, ils ne remboursent pas ». Non, des fois, ils ne peuvent pas.
Ouais. Parce qu'on n'a pas lu son contrat, ou parce qu'on a fait « allez, on fait au minimum, je ne veux pas payer trop cher ». Et non. Donc j'aide les personnes à relire leur contrat et à voir comment elles sont assurées. Parce que même si j'ai pas de diplôme en assurance, j'en ai pas, c'est vrai. Mais j'ai étudié toute seule pendant 6 ans le contrat multirisque habitation. Puisque j'ai même présenté un projet à AXA à Paris, à la Maison Mère, sur justement ce sujet, mais ça j'en parlerai une autre fois. Alors justement, j'ai une question par rapport aux assurances. S'il y a un incendie, justement, on n'a plus de preuves justement est-ce que les bijoux, on peut les retrouver? Alors si vous les avez achetés... Ouais. Si vous avez acheté des bijoux dans une bijouterie et qu'on vous a fait un document, une facture, éventuellement ils peuvent avoir un double, c'est pas gagné. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des bijoux qui avaient brûlé dans un incendie. J'ai fait avec les bijoux que j'avais sous les yeux pour le mieux. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand il y a un sinistre. Après, on est dans la voie du numérique aussi. On va peut-être c'est ce que je conseille. Conseiller aux gens de numériser un petit peu les documents les plus précieux pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est ce que je fais en fait. C'est ce que je propose systématiquement. Quand je fais une expertise en valeur d'assurance, étant donné que moi j'ai tout numérisé, que j'ai tout sauvegardé, je propose toujours d'envoyer une copie à l'assureur. Ouais, ça c'est une très bonne idée. Ouais. Oui, mais tout le monde ne le fait pas. C'est fort dommage. Mais moi j'ai des sauvegardes de partout. Donc en fait j'ai toutes les expertises de mes clients qui sont sauvegardées. Il y a combien de types de clients? Est-ce qu'il y a des clients qui veulent juste pour faire de l'argent, pour avoir la valeur, pour pouvoir revendre le bijou? Ou alors il y a des histoires plus où vraiment c'est pas la valeur qui compte, c'est vraiment la valeur sentimentale? Ah ben bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on peut avoir des personnes qui veulent se séparer de bijoux parce qu'en fait personne n'en veut dans la famille et ça embête tout le monde et ils ont peur de se faire cambrioler. Donc ces personnes-là, je leur explique comment moi je peux intervenir, c'est-à-dire je leur propose de les vendre en vente aux enchères, ou sinon alors en dépôt-vente, puisqu'on a un dépôt-vente de bijoux anciens et modernes, donc ça dépend. Si c'est pour un héritage et que tout le monde veut vendre, dans ce cas-là je propose directement une vente aux enchères, et de faire un compte en indivision pour qu'il n'y ait pas d'histoire, comme ça on partage une somme, et tout est carré. Quand c'est un notaire qui me les envoie, ça se passe pareil aussi, souvent le compte en indivision est déjà créé, donc on vend tout. Et sinon, c'était quoi votre question? C'était les deux catégories de personnes. Donc après, il y en a qui sont intéressés pour la valeur sentimentale. Ouais. En fait, pour la valeur sentimentale, je leur explique la même chose. En fait, je regarde leurs bijoux, je l'expertise et je leur donne une valeur. Et là, c'est toujours une valeur en valeur d'assurance. Et surtout aussi l'histoire du bijou pour en savoir un peu plus, parce que parfois, quand avec les générations, il y a des choses qui peuvent se perdre dans... Quand on peut l'expliquer, on l'explique. Et après, c'est vrai que mon mari étant artisan, il a un regard complètement différent du mien, puisque lui, il crée, il fabrique, il transforme des bijoux. Donc en fait, il est très très fort pour voir les transformations qui ont été faites. Donc, parce que vous souvent... êtes complémentaires. Ah, on est très très complémentaires. Moi, je ne sais pas du tout fabriquer un bijou. Ouais. Lui, il fait des bijoux éco-responsables aussi, c'est très intéressant. Ah oui, c'est intéressant d'en parler aussi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il se sert de l'or des clients pour refaire des bijoux. Ouais. Et il les fait sur place. Et aussi, ce qu'on fait aussi, qui est pas mal, c'est qu'en fait... Quand ils créent un bijou avec l'or des clients, on fait intervenir les clients au cours de la fabrication. Quand ils veulent voir la fonte, on leur montre par exemple la cire, s'il a eu besoin de sculpter. Donc on fait essayer un essayage de bague sous forme de cire. Puis après, quand là on a la fonte qui est arrivée, on fait réessayer la fonte pour être sûr que ça plaît bien au client. Après on fait le schéma des trous, l'emplacement des pierres. Puis après on fait réessayer au client. En fait, c'est interactif. Où il y a des personnes qui veulent être sûres qu'on puisse voir, de voir que c'est bien l'aurore qui a été fondue pour faire un bijou. Dans ce cas-là, on leur dit « venez tel jour à telle heure, on fond ». Et donc là, ils voient la création de leur petit lingotin. Donc là, c'est vraiment la confiance absolue. Tout à fait. Faut vérifier, quoi. Maintenant, par rapport à ce... Oui, il y avait quelque chose en plus. Ouais. Oui, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Quand on vient me voir, que ce soit pour faire une estimation, la première estimation et le premier contact, pour savoir ce que valent les bijoux, avant de décider quoi que ce soit, si c'est pour les vendre aux enchères ou si c'est pour les estimer en valeur d'assurance, c'est gratuit. Parce que moi, je conseille les personnes. Je ne cherche pas forcément à faire de l'argent, je cherche d'abord à faire du conseil. C'est ma meilleure publicité. C'est-à-dire que quand on vient me voir, même si ça dure 2 heures, c'est gratuit. Après, si c'est pour faire une estimation en valeur d'assurance, évidemment, je vais prendre quelque chose puisque j'appose ma signature sur un document. Quand c'est pour vendre aux enchères, même si je passe 2 heures, là, c'est gratuit. C'est le commissaire-priseur qui va me rétribuer sur la vente si j'ai bien fait mon travail et que j'ai bien tout vendu. Et en règle générale, sur une vente aux enchères, je vends entre 85 à 95% de mes lots, ce qui est bien. Ouais.
Bah après, c'est bien de le dire aussi pour les gens Oui, qui ont un intérêt aussi, qui ont peut-être des bijoux chez eux, et puis qui ont envie peut-être de pousser la porte de oui, la après, boutique. Ouais. je suis ouverte, il faut juste prendre rendez-vous. Bah, c'est génial. Parce que quand je prends un client, je prends mon temps. Parce C'est que ça. pour lui, c'est ce qui souvent il vient, c'est son trésor qui m'amène. Ouais. Je peux pas faire ça vite, c'est irrespectueux. Donc je prends mon temps, j'explique tout, c'est très pédagogique puisque je parle autant du contrat multirisque habitation que comment se passent les ventes aux enchères ou un dépôt-vente ou parler de l'histoire du bijou, de regarder les pierres, de regarder etc. Même des fois je montre aux personnes comment on peut voir les inclusions sur une pierre avec mon microscope puisque j'ai un super Motic que je me suis acheté il y a pas longtemps pour mon Noël et qui est extraordinaire. C'est un microscope de concours, ça. Il est magnifique. Oui. Vous pouvez pas le voir, mais il est magnifique en tout cas. Oui. Super. On va parler maintenant de ce nouveau diplôme, cette Oui. Nouvelle compétence. Oui. Alors cette fois, au niveau mondial en plus, une reconnaissance. Bah, en fait, c'est un diplôme qui est dispensé par la World Gem Foundation. Moi, je l'ai passé à Nice, dans une école qui s'appelle l'Agathe. Et j'ai profité en fait du confinement pour reprendre mes études. En fait, moi, le confinement m'a permis de me remettre en question. Parce que quand il vous arrive quelque chose dans la vie, en fait, on peut ou déprimer, ou se dire, après tout, j'ai un laps de temps, j'ai pas de temps, qu'est-ce que je vais faire de ce temps ? Et en fait, lors du premier confinement, je me suis reposée un peu, c'était bien. Et puis, j'ai repris tous mes cours de gémologie. Et puis je me suis mis à suivre des conférences sur Internet, parce qu'il y en a beaucoup, des Zooms, des webinars. Et j'ai beaucoup, beaucoup retravaillé. Ça m'a permis de rencontrer des personnes fabuleuses qui m'ont stimulée pour reprendre mes études. Donc lors du deuxième confinement, j'ai repris mes études et j'ai commencé à faire ce diplôme international sur la gradation du diamant naturel et diamant de laboratoire. Alors on appelle ça du diamant de synthèse aussi, mais c'est pas de la synthèse, parce que dans la synthèse, il y a 2 atomes. Et dans le diamant, il y en a qu'un, c'est le carbone. Donc c'est un diamant de laboratoire. Voilà. Et donc j'ai passé ce diplôme, et ça me permet de pouvoir grader le diamant. Grader le diamant, ça veut dire pouvoir le classifier. On doit classifier dans différents domaines. Il y a la couleur, très important. La pureté. Après, il y a la fluorescence qui est très importante aussi. La taille. Alors dans la taille, il y a les proportions, il y a la symétrie, il y a comment est taillé le rondiste, c'est-à-dire le tour de la pierre, comment est taillée la colette. Et après, il y a la taille en elle-même avec les proportions. Donc il y a la taille brillant, la taille ancienne. On appelle ça la taille ancienne, c'est appelé la taille européenne aujourd'hui, ou Old European. En fait, c'est très très intéressant et ça permet vraiment de classifier les diamants et donc de leur donner un prix. Donc là, ça va vous permettre aussi de voyager un peu plus aussi. Vous allez serez appelé au niveau... Alors, je n'ai pas l'intention... Parce qu'il y a la rareté de ce diplôme. Oui. Donc oui, du oui, coup, oui. en France, déjà 2 personnes. C'est ça, c'est oui, bien ça. bon, on n'est que 2. Pour le moment, on n'est que 2. Donc forcément... Mais en fait, il y en aura d'autres. Hein. Mais bon, pour le moment, on n'est que 2. Et puis vous êtes bitéroise en plus. Donc, et je suis bitéroise et j'ai pas l'intention d'aller m'installer à Paris. Ouais. Parce que moi, j'aime Béziers. Je suis pas née à Béziers. C'est souvent ce que j'ai dit à des tas de personnes différentes de Béziers. Je suis pas née à Béziers, mais j'ai choisi Béziers. Et je reste à Béziers. Et puis cette boutique en plein centre-ville aussi, c'est Cette aussi un boutique, symbole. elle est fabuleuse, elle est très agréable à vivre. J'adore mon métier, j'adore ma ville, j'adore ma région et je m'en irai pas. Je me déplace, mais ici, c'est chez moi. Ah bah c'est très bien. Ouais. Voilà. On est très fiers en tout cas. Donc là, on est en période encore de restrictions sanitaires. Tout à fait. Si je veux vous amener les bijoux que j'ai à la maison, comment on fait ? Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous ? Comment ça se passe du coup ? Puisque la boutique est fermée. Oui, tout à fait. Donc en fait, on part du principe qu'on applique le principe du click and collect, c'est-à-dire qu'on reçoit des clients sur rendez-vous, on désinfecte avant et on désinfecte après. Après, on a un plexi qui nous protège, ce qui permet de ne pas suffoquer derrière nos masques. Voilà, on en a partout et on a du gel hydroalcoolique, on a tout ce qu'il faut, on est en règle en fait et après on n'abuse pas, tout simplement. Ouais. Et bientôt la levée, espérons la levée de toutes ces restrictions pour travailler de manière convenable. Ce serait quand même plus confortable, d'autant plus qu'on ne reçoit jamais beaucoup de monde en même temps. Ouais. On est une petite boutique, donc en fait, là c'est vrai qu'il y a un peu une incompréhension au niveau du commerce et des petits commerces, parce que
nous ne sommes pas une grande surface, nous ne sommes pas... J'en nommerai aucune parce qu'on n'a pas le droit. Mais bon, on reçoit 2 personnes, voilà, qui sont souvent ensemble. Donc en fait, les gestes barrières sont forcément appliqués. On a en plus nos plexis, on a des masques. On risque rien. C'est bien moins dangereux d'aller voir son bijoutier ou son expert en bijoux que d'aller acheter un litre de lait. Ça a été tout le débat. Ouais, je trouve. Mais bon. C'est sûr. Voilà. Donc pour continuer à parler du Covid, je vais rappeler qu'il y a donc une grande enquête qui est menée par le Cercle des entrepreneurs biterrois, justement pour jauger de la situation, prendre le pouls des entreprises de Béziers et de son agglo. Donc bientôt les résultats, donc on encourage les entreprises encore à répondre à cette enquête en ligne qu'on peut retrouver sur la page Facebook du Cercle des entrepreneurs biterrois. Donc il y a le click and collect, mais c'est vrai que quand je suis venu dans la rue là, du 4 septembre, très peu de monde, quasiment même personne, donc du coup tous les magasins fermés, c'est très très difficile. C'est très difficile et en plus il n'y a aucune communication en fait les commerçants les uns avec les autres parce qu'on nous a tous obligés de fermer et en fait on n'a pas tellement de liens pour pouvoir communiquer entre nous et savoir comment vont les autres. Parce que moi je suis une éternelle optimiste, mais c'est pas le cas de tout le monde ne peut pas forcément rebondir et voir la vie, essayer toujours de voir la vie du bon côté. Et c'est vrai qu'il y a plein de commerçants autour de moi qui sont pour certains des amis, j'ai pas de nouvelles. Je sais pas ce qu'ils deviennent, je sais pas dans quel état de détresse ils sont ou pas. Il y a les laissés pour compte et puis on l'a vu dans les résultats de quelques états de l'enquête, des choses très très dures. Et d'ailleurs on l'a vu avec la dernière interview justement de Anne-Sophie Lunel notamment, de Necobac où c'est très 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 difficile. Oui, franchement oui. Oui. Après, c'est vrai que bon, on reste optimiste, on se dit que ça va s'arrêter. Moi, je pensais sincèrement qu'on rouvrirait le 3 mai. Il n'en est pas question pour le moment, apparemment. Mais c'est vrai qu'on peut pas continuer comme ça. On se dope pour être positif et optimiste, mais il y a un moment, il y a des limites. Il faudra quand même à un moment donné que ça s'arrête. Et c'est vrai que le fait que nous, on ne puisse pas communiquer entre nous, entre commerçants, parce qu'il n'y a pas tellement de support qui existe, c'est assez léger. En fait, comment vont les autres ? Et qui prend soin d'eux ? C'est ça surtout, c'est le fait de ne pas avoir ce contact entre commerçants. Et alors en plus on est tous différents, donc justement il y a des gens optimistes, et il y a des gens qui vont baisser les bras plus facilement. Il y a des gens qui vont sortir, puis il y a des gens qui vont plutôt s'enfermer. Il y a des gens qui vont passer des diplômes, profiter de faire évoluer leur entreprise. Puis il y en a d'autres malheureusement qui vont pas trouver cette opportunité-là, donc c'est très très dur. Oui. Donc qu'est-ce que vous pensez justement des actions du Cercle des entrepreneurs biterrois concernant cette grande enquête ? Et puis également, justement, en fait, nous, on a lancé les podcasts par rapport à ça, bien sûr, pour être plus proche des entreprises de Béziers et de l'agglo. Alors la grande enquête, moi je trouve que c'est très bien et c'est très utile, et que j'encourage tout le monde à y répondre, franchement. Parce qu'en fait, l'union fait la force, et en fait, c'est pas que l'union fait la force, c'est surtout de savoir vraiment ce que les gens pensent, parce que comme c'est une manière de répondre anonyme, en fait, on peut vraiment dire ce qu'on ressent. Et il faut vraiment savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de chacun des commerces ou de chacune des entreprises pour vraiment en tirer quelque chose d'essentiel et d'important et pas quelque chose de bateau. Là, c'est vraiment chacun s'exprime et va dire ce qu'il a à dire. Ça, c'est très très important. Et après, l'idée de faire un podcast, moi, je trouve que c'est génial parce que d'abord, ça fait découvrir les talents du biterrois. C'est ça. Ça m'a fait découvrir l'interview que j'ai écoutée hier, où j'étais un peu terrassée de voir l'état de Anne-Sophie. Ouais, Anne-Sophie Lunel, ouais. Anne-Sophie Lunel. J'étais quand même... alors que c'est vraiment une battante et j'étais admirative de son parcours. Ouais. J'étais vraiment admirative et en même temps, je me permets de le dire, déçue que des entrepreneurs biterrois ne soient pas ses clients. Exactement, là, ça m'a scotché. Franchement, une innovation comme ça, et elle vend pas à Béziers. Ça, pour moi, c'est pas normal. Ouais. Même, je crois, dans la région, elle avait dit, je crois. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et donc, je trouve les podcasts très intéressants, d'autant plus qu'avec le confinement, on a changé nos habitudes, donc maintenant, on les écoute. Avant, on n'écoutait pas autant. Et je trouve que l'idée du podcast est très bien, parce qu'en fait, on l'écoute quand on veut, on arrête, on reprend, enfin... C'est très bien et ça permet à des tas de gens de s'exprimer et en fait, ça va permettre aux gens d'ici de connaître davantage les gens d'ici. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette interview pour ce podcast. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous, en tout cas, on va vous souhaiter le meilleur
Merci beaucoup. Pour, vous la aussi, bonne continuité. continuation. En espérant justement qu'il y ait beaucoup plus de vie dans nos commerces d'ici les prochaines semaines, Oui. prochains mois, mais en tout cas prochaines semaines, nous l'espérons ardemment. Merci encore. Merci à beaucoup vous. Nathalie Vidal. Merci. C'était donc l'interview avec Nathalie Abou-Vidal. Mickaël Douto, qu'en avez-vous pensé ? Que du bien. J'ai trouvé son témoignage instructif et intéressant. Dans son propos, elle a démontré que malgré la crise et toutes ses répercussions, elle a su tirer avantage, à l'image de ce confinement durant lequel elle s'est consacrée à la préparation de son diplôme international, suite à quoi donc elle l'a passé. Et grâce donc à son obtention, cela lui permet de compléter son domaine d'expertise et en se consacrant donc, notamment et entre autres au traitement des diamants de synthèse. Donc c'est tout à son honneur et on ne peut que l'en féliciter. C'est quelqu'un, on le voit, on le sent surtout à travers son discours qu'elle est complètement éprise de sa profession. C'est une passionnée, si bien qu'elle s'investit en tout point et sans demi-mesure. Et ça, Dieu sait que ça fait plaisir à entendre et à voir. Et on peut être fier d'elle. On peut être fier d'elle pour les raisons précitées. Et grâce à son mérite, nul doute qu'elle mène à bien ses missions et qu'on peut être fier de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, sachant que ce qu'elle conçoit apporte tant sur la valeur matérielle que la valeur sentimentale pour ses clients. Et en étant donc professionnelle, investie comme elle est, nul doute que le résultat ne peut qu'être à la hauteur des espérances de ses clients. Elle a précisé dans son propos qu'ils sont seulement deux gémologues à être titulaires de ce diplôme international, dont Nathalie, si bien qu'on se doit à plus forte raison de faire la promotion de son activité, de ce qu'elle représente, sachant que ça ne peut que contribuer au blason biterrois. Et autant dire que Nathalie est notre diamant à l'état brut. Nathalie nous a également fait savoir, lorsqu'elle s'exprimait, l'intérêt qu'elle porte à ce grand questionnaire, à cette grande enquête associée au podcast, en raison de ces restrictions sanitaires et surtout depuis cette nouvelle fermeture imposée aux établissements aux activités non essentielles. Nathalie, faisant partie des commerçants du centre-ville, remarque bien qu'il n'y a plus de communication entre eux puisqu'ils sont fermés. Et pour l'avoir vu en venant à elle, effectivement, c'est complètement inanimé. La rue piétonne est complètement inanimée. Donc, plus de lien entre eux, et les commerçants en question, étant fermés, sont complètement isolés. Et que l'intérêt de ce questionnaire est de pouvoir leur permettre dans un premier temps de s'exprimer en le remplissant, puis dans un deuxième temps, s'ils le souhaitent, de prendre la parole à l'occasion de cette interview, n'étant autre que le podcast, pour pouvoir s'exprimer, comme l'a fait Nathalie, comme l'a fait précédemment Anne-Sophie Lunel, de manière tout simplement à pouvoir nous rendre compte de la situation, de pouvoir donc mieux nous sensibiliser, mieux nous tenir au fait, car il est important que nous sachions ce que vivent nos entrepreneurs à l'image de nos commerçants. Nous rappelons donc l'enquête qui est toujours en cours. Quel impact la Covid a sur votre activité entrepreneuriale sur le Biterrois ? Je vous rappelle qu'on peut retrouver toutes les infos du Cercle des entrepreneurs biterrois sur les réseaux sociaux, chaîne YouTube, compte Twitter et page Facebook, donc vous tapez Cercle des entrepreneurs biterrois. Nous recevions Nathalie Abou-Vidal, vous pouvez la retrouver sur son site internet bijoux au pluriel -du6 expertise.fr. Mickaël Douto, merci. Merci Mine. A très bientôt pour le témoignage d'un nouveau chef d'entreprise ou une nouvelle initiative, un nouveau talent à mettre en avant au micro des podcasts du CEB bien sûr. Merci. Retrouvez tous les podcasts du CEB sur la plateforme Ocha en écoute gratuite, mais aussi sur nos réseaux sociaux avec la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Twitter du CEB. A bientôt.